Bonsoir. Elle est désormais ouverte, quoiqu'avant l'heure, la saison des promesses. Et elle fuse de toutes parts, dans la perspective de la présidentielle du 7 octobre prochain. Si le candidat Paul Biya du RDPC doit être jugé à l'aune de son bilan des 7 dernières années passées au pouvoir, l'opposition, quant à elle, a le beau rôle, promettre. Et elle ne se fait pas prier. On jure, ça et là, de faire du Cameroun une espèce de pays des cocagnes où le lait coulera des murs. Reste au peuple de savoir démêler les chevaux entre ce qui relève du pur fantasme, de la démagogie et d'un engagement sérieux, réaliste et réalisable. Ce soir, nous recevons un candidat qui dira sa part et c'est à vous de retenir ce qu'il y a d'essentiel et de trancher le 7 octobre prochain. Merci de rester fidèle à Canal 2 International. Merci de regarder la grande interview. Nous sommes en direct sur www.canal2international.net. Serge Espoir Matomba, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les millions de téléspectateurs de Canal 2 International. Vous avez raison de parler de millions parce qu'ils sont nombreux à vous regarder ce soir. C'est la première fois que nous vous recevons dans cette émission et nous en sommes honorés. Merci d'être venu. Le plaisir est partagé. On va commencer par faire connaissance. En l'absence d'une rubrique de cette émission Etche Homo, nous allons essayer, séance tenante, d'essayer de vous connaître, de mieux vous connaître. Vous êtes né, Serge Espoir Matomba, le 30 septembre 1977. Vous aurez 79, pardon, 79. Vous aurez 39 ans dans 2 jours. Vous êtes homme politique, candidat du PUR à la présidentielle du 7 octobre prochain. Et dans le civil, vous êtes homme d'affaires. Oui, c'est bien ça. Pour une précision de nouveau, c'est le 30 septembre 1979. Vous avez 38 ans. Et j'aurai 39 ans, si vous voulez, le 30 septembre 2018. Voilà. Alors, nous allons parler un peu de vos débuts dans les affaires. Vous créez votre première entreprise, ai-je appris, en lisant un document qui parlait de votre parcours à l'âge de 17 ans. Et le nom de cette entreprise s'appelait Espoir LDA. Alors, comment est-ce qu'on fait pour créer une entreprise alors qu'on est à peine sorti de l'adolescence? Alors, il faut dire que c'est l'esprit d'entrepreneuriat qu'on développe très tôt. Et mes parents ont été un très grand apport là-dessus. Lorsque, en 97, parce que c'est en 1997 que je crée Espoir LDA, qui est une entreprise de conseil, il faut le dire, une entreprise d'études et de viabilisation de projets. À ce moment-là, je n'ai pas un capital nécessaire pour ouvrir une grande entreprise, mais j'ai cet esprit-là de vouloir faire quelque chose pour pouvoir subvenir non seulement aux besoins de la famille, mais aussi payer mes études. Ouais. Et je me dis, sans argent, comment est-ce que je fais pour mettre sur pied une entité? Et tout de suite, j'ai, n'est-ce pas, cette idée qui me vient de mettre sur pied ce cabinet d'études et de viabilisation de projets, chose que je fais de la meilleure des façons. Et je me positionne donc dans le marché en recherchant les travaux qui peuvent être exécutés par mon entreprise. Mais là encore, il faut dire, je n'avais pas la capacité intellectuelle de réaliser ces marchés. Qu'est-ce qui se passe? Je contactais des entreprises qui ont de la ressource et qui peuvent réaliser les marchés que j'obtenais. Ces entreprises réalisaient les marchés, j'étais payé et je payais ces entreprises. Donc, je faisais une sorte d'intermédiation. Alors, comment donne-t-on des conseils quand on a 17 ans? De quelle expérience disposez-vous pour donner des conseils, avoir un cabinet conseil dans l'investissement? Je viens justement de l'expliquer. Oui. Je n'avais personnellement pas la capacité intellectuelle. Mais qu'est-ce que je faisais? Je contactais des entreprises qui avaient la capacité de résoudre, de gérer les marchés que j'obtenais. Ces entreprises, donc, réalisaient les marchés et j'étais payé et je remettais les marchés qui étaient réalisés, tout simplement. Donc, voilà, j'étais un intermédiaire, si vous voulez,
à partir de mon entreprise pour pouvoir, n'est-ce pas, gérer tous les marchés que j'obtenais. Vous quittez ensuite le Cameroun pour vous installer au Portugal. Nous sommes en quelle année et c'était pour y faire quoi? Là encore, il faut le dire, Oui. en 1997 déjà, ce Oui. n'était plus au Cameroun. Oui. Espoir LDA, ce n'est pas au Cameroun, c'est à l'étranger. Et je vais pour poursuivre des études. Mais alors, entre poursuivre des études et n'avoir pas les moyens pour payer, pour assurer, n'est-ce pas, la suite, il fallait trouver quelque chose. C'est en ce moment que je me lance donc, n'est-ce pas, dans l'entrepreneuriat. Je crée donc cette entreprise qui, elle, plus tard, s'agrandit. Parce que plus tard, qu'est-ce que je fais? Je commence à réaliser des travaux de bitumage des routes. Parce qu'après, je suis dans les travaux de génie civil et des ponts et chaussées. Et plus tard, donc, je crée une nouvelle entreprise qui, elle, Et cette fait deuxième entreprise-là, c'est Ton Super, Ton c'est ça? Super, qui, Oui. elle, fait dans l'intermédiation du pétrole. Oui. Bon, pour vous dire, je deviens en 2000 conseiller d'un président de la République, parce que lorsque je parle de Lequel? politique, le président Koumbayala, lorsque je parle de politique, plusieurs personnes ont tendance à croire que je me lance par improvisation, Oui. mais non, j'ai touché du doigt les réalités de la politique, je sais de quoi je parle et je sais ce que c'est qu'une décision politique, dans l'impact qu'une décision politique a dans la vie d'un citoyen. Donc voilà comment, plus tard, par l'entremise de ce chef d'État, je rencontre, paix à son âme, le feu Hugo Chavez, Oui. qui, lui, m'offre, je vais utiliser le terme offrir, un contrat exclusif de la vente du pétrole vénézuélien en Europe et en Afrique. Donc là encore, je suis pour une deuxième fois, je suis un intermédiaire. Il faut le comprendre. Oui. Donc je me mets donc je recherche un marché au niveau de l'Europe. Je négocie avec plusieurs entreprises qui ont besoin d'acheter le pétrole vénézuélien et moi, je perçois des commissions. Je perçois des commissions. C'est ainsi que je crée plusieurs autres entreprises et aujourd'hui, je peux compter pratiquement une dizaine dans le monde des entreprises que je possède. Oui. Alors, j'ai appris, vous me corrigerez si je me trompe, que vous revenez du Brésil. Alors, le Portugal, le Brésil, apparemment, c'est des pays dans lesquels vous êtes installé. Je suis allé samedi dernier au Brésil pour une visite de travail, une visite qui a duré pratiquement 72 heures et je suis revenu. Ce n'est pas particulièrement parce que ce sont des pays qui ont un lien commun, c'est-à-dire la langue, mais il faut le dire, je visite plusieurs pays, je travaille en collaboration avec plusieurs pays et d'ailleurs, Monsieur Tagne, j'ai généralement amené plusieurs investisseurs au Cameroun, il faut le dire. J'ai à un moment donné amené des investisseurs pour booster la capacité du fournissement de l'énergie au Cameroun. J'ai travaillé d'ailleurs sur des projets avec l'Agence de régulation de l'énergie et même l'Agence de l'énergie rurale, Oui. pour déjà vous démontrer que, étant dans l'opposition, j'ai ce souci de voir les Camerounais vivre dans des meilleures conditions. J'ai vécu, si vous voulez, dans des pays qui ont atteint un taux de fournissement en énergie de 99%. Vous voyez? Et on se pose des questions quand on sait que l'énergie est l'élément principal du développement d'une nation. Comment est-ce que dans un pays comme le nôtre, nous ne sommes qu'à 33% de fournissement d'énergie? On en parlera Alors, dans la suite. à ce niveau, Oui. M. Tagné, Oui. j'ai ramené des entreprises qui pouvaient booster, n'est-ce pas, le fournissement d'énergie au Cameroun. Et d'ailleurs, dans plusieurs autres secteurs, j'ai souvent amené des entreprises ici pour travailler. Pour dire que ce sont pas, quand je les amène, ce n'est pas pour travailler uniquement avec Serge Espoir Matomba ou alors en collaboration avec les entreprises de Serge Espoir Matomba, mais surtout avec les membres du gouvernement. Parce que le souci ici étant la population, lorsque nous sommes dans l'opposition, c'est vrai que nous avons tendance à voir tout ce qui est fait par le parti au pouvoir ou alors par le pouvoir d'un mauvais œil. Mais la plus-value que nous pouvons apporter au-delà de la proposition, c'est de démontrer à ceux-là comment ça pourrait être fait. Je vais peut-être aller plus loin en vous prenant un exemple. Un soir, vers minuit, j'étais couché chez moi à l'époque quand je vivais au Portugal. L'ancien ambassadeur de France, actuellement ministre des Affaires étrangères au Cameroun, m'appelle à minuit.
je ne le connaissais pas, son Excellence le jeune. Le jeune Bella. Mon téléphone, dès que je prends le téléphone, il dit « Monsieur Matomba, oui, je suis l'ambassadeur du Cameroun en France, accrédité au Portugal. Le pays a besoin de vous. Les autorités portugaises m'ont remis votre contact comme étant un Camerounais qui est très intégré au Portugal. Et le Cameroun a besoin de vous. Monsieur Tagne, j'ai démarré ce jour-là mon véhicule de la maison pour aller rencontrer l'ambassadeur. Nous avons discuté des questions pour lesquelles il m'a fait venir. Et c'est pour vous dire qu'on peut être, quelle que soit la position qu'on occupe, on doit pouvoir contribuer au développement de la nation. Continuons à faire plus ample connaissance avec vous. En 2008, vous rentrez au Cameroun et vous installez Ton Super, la filiale camerounaise de Ton Super, votre entreprise. Et à côté de vos activités de chef d'entreprise, vous vous lancez véritablement en politique en créant le PURS. Il faut déjà le dire qu'en revenant au Cameroun, parce que c'est un scénario que j'ai vécu plusieurs fois, vous savez, lorsqu'on est à l'étranger, on a une grosse difficulté à communiquer avec les siens au pays et même les amis et autres que nous avons au pays. Parce que la plupart des communications tournent autour de l'argent. Oui. Envoyez-nous de l'argent pour ceci, envoyez-nous de l'argent pour cela. Et j'ai eu l'habitude comme ça de faire constamment des transferts d'argent au Cameroun. Je suis venu plusieurs fois au Cameroun. J'ai essayé d'apporter mon soutien à plusieurs personnes en accordant des prêts, des financements pour des projets. Et après 1 an, parfois, ou 2 ans, vous vous rendez compte que la personne que vous avez assistée il y a quelque temps à coups de millions est toujours sur place. Est sur place. Non seulement est sur place, mais la personne a plutôt régressé. Et là, vous vous posez la question, qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce qu'il a refusé expressément de travailler ou de multiplier ce qu'il avait? Vous vous rendez compte tout de suite qu'il y a un problème d'environnement, l'environnement dans lequel il évolue. Et lorsque je décide définitivement de revenir au pays, c'est pour apporter une fois de plus ma contribution à la construction de la nation. Parce que, voyez-vous, lorsque nous sommes à l'étranger, nous devons avoir la capacité de tirer tout ce qui est bien. Tout ce qui est bien et de pouvoir l'appliquer. Pas copier, coller exactement, mais pouvoir l'appliquer. Et la première des choses, c'est l'engagement. Oui. Lorsque vous êtes dans ces pays-là, vous voyez avec quelle force les citoyens sont engagés pour la construction de leur pays. Nous nous posons la question si nous n'avons pas cette capacité d'aimer notre nation. Si Dieu, au-delà de tout, ce qu'il fait pour nous, nous n'avons pas la capacité de donner l'amour que nous avons pour notre pays. Et donner l'amour veut tout simplement dire travailler pour ce pays-là. Donc, lorsque je reviens, avec plusieurs jeunes, nous discutons, nous décidons de mettre sur pied, n'est-ce pas, une organisation qui motivera les jeunes à travailler beaucoup plus. C'était ça le but de l'organisation que nous étions en train de mettre sur pied. Mais en poussant les conversations un peu plus en avant, nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, le jeune Camerounais n'est pas paresseux. Le jeune Camerounais ne refuse pas de travailler. Le jeune Camerounais n'a juste pas l'opportunité de travailler. Ouais. Donc, il y a un problème d'environnement. Et cet environnement, nous nous sommes donc donnés comme défi d'influencer l'environnement pour que chacun puisse avoir les mêmes chances de réussite. Nous le disons toujours, nous ne serons jamais tous pareils, mais nous avons l'obligation d'avoir les mêmes chances de réussite, quitte à ce que les uns et les autres ne réussissent pas. Alors, 2 ans après votre retour au Cameroun, le PURS est donc créé, votre parti politique légalisé, Peuple uni pour la rénovation sociale, et vous lancez vos activités. Vous avez quand même à votre actif quelques coups d'éclat. Vous organisez une campagne d'inscription sur les listes électorales avec pour slogan « Un jeune, un vote ». Vous organisez une caravane de sensibilisation sur la lutte contre le choléra et l'organisation d'un forum autour du thème « Gouvernance, gouvernement, le jeune face à son destin ». Vous commencez assez fort là avec votre parti politique quand vous le lancez. Puisque l'analyse était claire, M. Tagne, l'analyse était claire, les Camerounais étaient
ou alors, jusqu'à présent pour certains, découragés de la chose politique. Mais le plus grave n'est pas le découragement, c'est l'engagement pour des causes. Oui. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui au Cameroun, c'est que les Camerounais ne sont pas engagés pour des causes. Et là, c'est déplorable. Nous lançons d'abord une campagne de sensibilisation à travers le triangle national. Nous amenons les uns et les autres à comprendre que seule leur implication changera la donne. Parce qu'il ne sert à rien que nous soyons en train de nous lamenter, il ne sert à rien que nous soyons en train de pleurer si nous ne pouvons pas agir. Nous avons le pouvoir d'agir. Nous avons un cœur qui bat pour quelque chose de nouveau. Nous avons un cœur qui bat pour un autre Cameroun. Pourquoi ne pas travailler? Nous avons des mains. Et il s'agit de cela, c'est-à-dire amener le Camerounais à pouvoir s'engager pour une cause juste. Après ces missions de sensibilisation, évidemment, nous avons d'ailleurs fait des propositions à Elecam en 2011, où nous avons décidé d'offrir 364 véhicules à Elecam pour couvrir les élections, si vous vous rappelez très bien de cette actualité. En dehors de ces 364 véhicules que nous avons proposés à Elecam, nous avons parlé, n'est-ce pas, de la refonte à l'époque du système électoral, du code électoral. Oui. Et nous parlions d'une élection à double scrutin. À 2 tours. À 2 tours, autant pour moi. Nous parlions, n'est-ce pas, d'une biométrie intégrale. Nous parlions d'un bulletin unique. Et quelques temps plus tard, nous avons eu une biométrie partielle, ce qui est aujourd'hui appliqué. Mais toutefois, nous disons il y a une avancée qui se constate avec cette institution-là. Nous devons lui accorder du crédit, tout en sachant qu'elle a tout à donner pour prouver aux Camerounais qu'elle œuvre pour le bien de la nation. L'un de vos plus gros coups sur le plan politique, c'est du moins, à mon avis, l'une des actions qui vous fera le plus connaître, c'est en juillet 2014, lorsque vous entrez en grève de la faim. Alors, franchement, Espoir Matomba, avec un peu de recul, ça fait 4 ans que c'est passé, c'était pour le buzz, non? Non, nous pouvons recommencer. Ah oui? Je pourrais recommencer cette grève. Vous savez, M. Tagne, la politique, c'est une science qui prévoit, au-delà de l'éducation, il faut avoir la capacité d'analyser des choses de façon simple et prévenir les choses. Lorsque nous sommes en politique, je le dis toujours, nous ne pensons pas à la construction d'une nation de 25 millions d'habitants, comme c'est le cas. Nous nous projetons dans une nation de 5 millions d'habitants. Et en 2014, lorsqu'il s'agit de la ratification des accords de partenariat économique, nous saisissons d'abord le chef d'État par courrier. Nous lui disons, c'est un danger pour le Cameroun parce que le tissu économique camerounais n'est pas solide. Nous ne pouvons pas nous aventurer dans ces accords. Nous demandons aux parlementaires de ne pas donner l'aval au chef de l'État de ratifier les accords de partenariat économique. Nous allons jusqu'au sacrifice ultime, qui est la grève de la faim. Oui, nous étions prêts à laisser nos vies pour les Camerounais, parce que nous estimons... Vous avez failli y passer, hein? Effectivement. Vous savez, les méthodes avec lesquelles on a toujours dirigé notre pays, nous le disons, si nous ne faisons pas ces sacrifices pour la nation, rien ne sera fait. Vous voyez, c'est très amusant de constater aujourd'hui que le gouvernement annonce en milliards les pertes dues aux accords de partenariat économique. Mais à l'époque, tous les grands économistes qui supportent le gouvernement vous présentaient un tableau blanc. Ce sera une bonne chose pour la nation, ce sera une bonne chose pour le pays. Les résultats sont là. Ce n'était pas un buzz, M. Tagne. Nous luttons pour cette nation et cette nation doit pouvoir se construire par les Camerounais que nous sommes. Vous êtes un chef d'entreprise, semble-t-il, prospère. Que diable êtes-vous venu chercher dans le marigot politique camerounais? Vous auriez pu tranquillement rester là et profiter tranquillement de votre jeunesse et vivre calme, non? Au calme. Je suis un entrepreneur politique. Il faut le comprendre. Il n'existe pas de marigot politique. Lorsqu'on a le souci de construire une nation, on participe. J'ai parlé tout à l'heure d'engagement. Vous croyez que je pourrais me contenter uniquement du bien-être de quelques employés, des centaines d'employés ou des milliers d'employés que je possède?
je vais vous parler de quelque chose de précis, M. Tagné, pour comprendre un peu mon fonctionnement en entreprise, peut-être. Mes employés sont des personnes qui connaissent des augmentations de salaire pratiquement tous les mois. Au fur et à mesure qu'on fait plus de recettes, les salaires augmentent. Pourquoi? Parce que je ne crée pas des entreprises pour devenir riche. Je n'en ai pas besoin. Je crée des entreprises pour permettre à plusieurs personnes dans des domaines précis d'exceller. De pouvoir subvenir à leurs besoins, mais de surtout pouvoir participer à la construction d'une nation. Voilà pourquoi je crée des entreprises dans plusieurs domaines différents. Donc, dans cette logique-là, la construction d'un État dépend de la volonté de voir les citoyens vivre dans de meilleures conditions. Si vous considérez la gestion de l'État comme étant une entreprise où on doit se faire de l'argent, ou alors si vous-même vous considérez l'entreprise comme étant un lieu d'enrichissement, alors là, il y a un problème. Et à ce niveau, je dis, M. Tagne, notre problème au Cameroun, c'est que nous avons inversé les priorités. Nous avons inversé les priorités. Je reviens du Nord. Hier, j'étais en meeting à Guidère. Vous ne pouvez pas imaginer la quantité de Camerounais qui n'ont pas d'acte de naissance, de carte d'identité, qui ont des problèmes basiques. Je parle des problèmes d'eau. Et ce n'est pas le cas uniquement à Guidère. Si vous allez à Loum, vous voyez ces mêmes problèmes. Vous allez en Banga, vous voyez ces problèmes. Vous allez à Kousséri, vous voyez ces problèmes. Vous allez à Ngoketunja, ces problèmes existent. Donc, les priorités ont été inversées dans cette nation. Les Camerounais ont des problèmes basiques. Et je m'adresse à ceux-là qui sont à la maison, si vous me permettez. Nous devons ensemble inverser les priorités pour construire cette nation. Les problèmes d'eau doivent être résolus pour avoir un Camerounais prêt. L'accès aux soins de santé doit être résolu pour avoir des Camerounais en santé pouvant construire cette nation. Les problèmes d'électricité doivent être résolus pour avoir des Camerounais prêts à participer au développement de cette nation. Oui, M. Tagne, c'est pour cette raison que vous allez voir dans notre projet de société, nous le disons, oui, je sais, nous le disons. La refondation du système éducatif est la clé du développement de notre nation. Donc, permettez-moi de poursuivre un peu en allant dans ce sens. Je sais que nous allons revenir sur le projet, mais je voudrais dire, M. Tagne, vous convenez avec moi, je suis sûr et certain que le chef d'État, en prenant le pouvoir, vous aviez 3 ans comme moi. 3 ans ou plus ou moins, voilà, à peu près. Donc, ça veut dire que l'évolution du Cameroun, vous percevez l'évolution du Cameroun d'une certaine façon. C'est-à-dire, vous n'êtes pas heureux aujourd'hui, vous, M. Tagne, de voir ce qui se passe dans notre pays. Mais nous avons besoin d'inverser les priorités. Il s'agit de cela. Nous avons besoin de construire cette nation. Et nous avons besoin de la main de tout un chacun. C'est pour cette raison que nos priorités, vous savez, nous avons 5 priorités. On en parlera. 5. On verra comment vous allez faire pour inverser justement les priorités dans la suite de cette émission. Mesdames, Messieurs, Espoir Matomba, candidat à la présidentielle pour le compte de son parti, le PURS, est notre invité ce soir. Merci de nous regarder. Nous prenons juste une pause pour poursuivre l'émission. Banano, manioco, arachide, booster la productivité locale, maïs, ignamo, café, cacao. Voilà, retour dans ce studio avec notre invité, Serge Espoir Matomba, candidat du PURS à la présidentielle du 7 octobre prochain. Vous avez commencé un tout petit peu à en parler. Entrons maintenant dans le dur de cette émission avec votre projet de société. Les premières pages, les premières phrases d'ailleurs du préambule de votre projet de société que j'ai lu
présente quand même un visage quasi apocalyptique du Cameroun. Vous dites que depuis 40 ans, le pays présente un visage plutôt sombre et ne laisse aucune lueur d'espoir aux générations futures. Qu'est-ce qui peut justifier un tel pessimisme de votre part? Écoutez, ce n'est pas un pessimisme, c'est un diagnostic clair qui est précis. Je vais prendre un exemple sur le système éducatif. Vous savez que la seule année, par exemple, où le Cameroun a investi dans l'éducation, c'était en 1983. À l'époque, l'éducation représentait 3,5% du PIB. Rendu en ce jour 2018, l'éducation représente 2,9% du PIB. Comment expliquer que nous voulons développer un pays et nous régressons dans l'éducation de sa population? Comment l'expliquer? Et nous disons, nous devons donc refonder ce système éducatif parce que notre objectif à nous, c'est au bout de 4 ans avoir à investir pratiquement 10% du PIB dans l'éducation. Vous présentez ce que vous considérez comme le paradoxe camerounais, dites-vous, un pays riche de ses ressources, or, diamants, bauxite, la forêt, mais qui reste dans le giron des pays pauvres et très endettés. Vous considérez que c'est un paradoxe? C'est véritablement un paradoxe. Vous savez, au-delà du paradoxe, il faut aussi se dire, le Cameroun aujourd'hui est considéré comme le pays qui a un grand nombre d'intellectuels, bon, même si on va les appeler des diplômés ici, mais qui ne parviennent pas à faire décoller le Cameroun. Là encore, c'est un deuxième paradoxe. Donc on se dit, est-ce qu'il faut véritablement avoir cette capacité intellectuelle et détruire un pays, ou alors est-ce qu'il faut tout simplement créer une véritable base du développement où chaque citoyen pourra comprendre qu'il ne s'agit pas pour la construction de la nation d'avoir un doctorat en ceci ou en cela, ou d'être ceci ou cela pour développer la nation, mais il suffit tout simplement d'être un Camerounais prêt qui aime sa nation pour développer la nation. Alors vous regrettez que la dette du Cameroun soit colossale, mais ce qu'on a envie de vous rétorquer, c'est qu'il n'y a pas un pays au monde qui ne soit endetté. Pourquoi vous considérez que la dette du Cameroun aujourd'hui serait un problème? Écoutez, lorsque ça concerne des problèmes qui sont liés à la gestion, n'est-ce pas, de notre nation, les comparaisons sont vite établies. Oui. Même si les autres pays sont endettés, ils évoluent quand même sur le plan social. Chez nous, nous nous endettons pourquoi? Pour quelles raisons? Il est clair que nous n'aurons jamais, nous n'allons pas dire que nous allons complètement bannir la dette. Donc pour vous, le problème n'est pas tant que ça la dette, mais plutôt la destination. La destination, oui. L'usage oui. de l'argent ou alors de ce qui est perçu de la dette. Et aujourd'hui, vous estimez que ce n'est pas un bon usage qui est fait de l'argent que le Cameroun prend à ses bailleurs de fonds? Je n'estime pas, M. Tagne. La réalité est là. Je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que vous êtes satisfait de cette nation? Lorsqu'on vous parle d'un bitumage de 24 km à plusieurs milliards, qu'entendez-vous par là? Je n'estime pas, les faits sont là. Est-ce que nous avons des routes au Cameroun? Pour assister, pour participer à votre émission, M. Tagne, je viens de faire plusieurs heures de route. Parti de Garoua hier à 1 h du matin. Pour arriver en Ngaoundéré, nous avons fait 8 heures de temps, 278 km. Comment vous expliquez cela, M. Tagne? C'est une réalité. Oui. Aujourd'hui, pour arriver à Yingui, vous ne parvenez pas à trouver des routes. Et comment vous faites pour traverser Ndiki pour le regroupement, vous n'avez pas de route. Pour aller à Djoum, M. Tagne, comment vous expliquez cela? Où part donc l'argent? L'argent que le Cameroun s'endette tous les jours, pour quelles raisons? Mais nous avons donné des formules pour construire les routes. Alors justement, qu'est-ce que vous comptez faire pour essayer d'améliorer ces infrastructures routières que vous dénoncez? Nous l'avons dit, tout simplement. Oui. Nous allons beaucoup travailler avec le partenariat public-privé. C'est simple. De Kousséri pour Yaoundé, nous allons lancer un appel d'offres en établissant les règles. L'entreprise qui gagne le marché construit la route et nous lui donnons dans le cahier de charge
la durée du temps qu'elle pourra, n'est-ce pas, récupérer son argent. C'est-à-dire, nous disons, en 20 ans, vous allez récupérer l'argent que vous avez construit. Et entre Kousséri et Yaoundé, vous pourrez installer 3 postes de péage. Dans ces péages-là, l'État prélèvera encore 5 à 10%. Monsieur Tagné, c'est quelque chose qui se fait partout dans le monde. Pourquoi devons-nous encore nous endetter pour construire les routes? Il suffit tout simplement que nous puissions avoir de la volonté. Lorsqu'on sait que la route est un facteur, un vecteur de développement, pourquoi ne pouvons-nous pas nous doter de ces infrastructures? Aussi simple que cela. Ça peut paraître simple, c'est vrai qu'on ne va pas réinventer le fil à couper le beurre en parlant du partenariat public-privé, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que finalement le pays tout entier, il y a tellement de choses à faire? Vous dites d'ailleurs que le Cameroun est à reconstruire, c'est-à-dire que pour vous, il n'y a pas grand-chose. Est-ce qu'on ne court pas le risque que le pays tout entier soit livré aux mains de grandes sociétés capitalistes? Monsieur Tagne, Oui. Nous fixons les règles. C'est nous qui fixons les règles. Ce ne sont pas les sociétés qui fixent les règles. C'est nous qui lançons l'appel d'offres et nous établissons les règles. Toutes les sociétés qui se soumettront à ces concours, à ces marchés, respecteront les règles. Donc nous ne courons aucun risque. Et d'ailleurs, nous avons tellement de poches de financement dans notre nation qu'il faut éviter, n'est-ce pas, de prendre de l'argent des caisses pour l'appliquer dans des travaux qui peuvent être faits de façon simple. De quoi avons-nous peur? Il y a 3 jours, j'étais en Éthiopie. Comment est-ce qu'ils ont réussi à construire l'Éthiopie? Pourquoi est-ce que nous avons peur d'utiliser cette méthode? Oui. Pourquoi est-ce que d'autres pays en Europe, en Occident, aux États-Unis l'utilisent? Pourquoi nous avons peur? Alors, pourquoi voulons-nous toujours être au centre de la gestion des projets? Alors, le partenariat public-privé demande également que les investisseurs qui viennent fassent confiance à l'État et que l'environnement des affaires soit assaini, soit propice, soit attractif. Comment vous faites pour rendre l'environnement des affaires qui, pour l'instant, n'est pas très attractif si on s'en tient, par exemple, au classement Doing Business dans lequel le Cameroun n'est pas toujours très bien aligné? Nous allons déjà dire que la première des choses, ce sera le véritable combat contre la corruption. Oui. Parce qu'il faut le dire, ce combat-là, qui sera mené de façon, je dirais, avec un bras de fer, n'épargnera personne. Personne. Parce que nous le disons, déjà nous allons transformer la Chambre des comptes qui existe présentement en cours de compte et nous allons doter la CONAC, parce que nous allons bannir les autres institutions de lutte contre la corruption, nous allons conserver la CONAC, mais lui donner les pleins pouvoirs d'agir. C'est-à-dire ne pas se limiter au constat, mais d'aller jusqu'au bout. Il faut absolument que nous arrivions à ce niveau. Mais au-delà de cela, il y a l'éducation, M. Tagne. Oui. Lorsque nous parlons de refondation du système éducatif, nous ne parlons pas que de l'éducation scolaire. C'est une éducation inclusive dans laquelle tous les Camerounais doivent se retrouver. Et à ce niveau-là, il y a, n'est-ce pas, des valeurs qui doivent être inculquées de nouveau aux Camerounais. Toute personne qui sera passible d'un acte de corruption sera sévèrement punie. Mais au-delà de cela, vous savez que nous avons dit que nous allons créer 5 millions d'emplois en 5 ans. Oui. Mais pour y parvenir, il faut assainir justement le secteur de l'emploi. Comment est-ce que nous allons procéder? Nous allons, l'impôt, nous disons que chaque entreprise, parce que notre objectif c'est de créer en 5 ans 1 million d'entreprises. Chaque entreprise, start-up PME, qui pourra embaucher 5 Camerounais sera exonérée de certaines taxes. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a l'impôt sur les sociétés, l'IS, qui est à 30%. Et nous allons progressivement ramener ça à 10% pour les entreprises qui vont recruter un minimum de 5 Camerounais. Et ceci pendant 3 ans. Nous précisons bien. Mais il faut savoir que lorsque nous tendons la main aux entreprises en diminuant l'IS, l'impôt sur les sociétés, nous récupérons cet impôt ailleurs. Parce que les employés qui travaillent
désormais sont soumis à l'impôt sur les revenus de personnes physiques, l'IRPP. Et ces employés, forcément, qui ont un nouveau, qui s'impliquent désormais dans l'achat de tous les produits, parce qu'ils ont déjà, ils commencent à avoir un véritable capital, ils payent la TVA par conséquent. Donc, l'impôt sur le revenu des personnes physiques et la TVA, on récupère de ce côté-là. C'est pour dire qu'en réalité, nous tendons la main, mais nous disons aux entreprises, travaillez, embauchez des Camerounais, vous êtes exonérés de certaines taxes pendant 3 ans et voilà comment vous poursuivez. Mais nous allons plus loin, M. Tagne. Oui. Nous avons dit que nous allons accorder à certaines banques des garanties souveraines pour qu'elles puissent accompagner les entreprises. Parce qu'en réalité, les entreprises peuvent naître et n'ayant pas de moyens financiers pour pouvoir dynamiser l'entreprise, elles peuvent mourir aussi. Donc, nous allons permettre aux banques, n'est-ce pas, d'accompagner les entreprises, mais sous forme de crédit. Il ne faudrait pas croire que c'est de l'argent donné, n'est-ce pas, aux entreprises, mais les entreprises vont devoir rembourser. En assaiissant le climat des affaires au Cameroun, les opérateurs économiques internationaux feront confiance aux Camerounais. Mais d'abord, nous avons besoin d'avoir la confiance des opérateurs économiques camerounais. Ce sont eux qui seront la véritable jauge de crédibilité pour les opérateurs économiques étrangers. Alors, vous parlez des opérateurs économiques, des investisseurs étrangers. Il faut dire que le Cameroun, j'espère que vous en êtes conscient, que le Cameroun est l'un des pays africains qui attire le moins d'investissements directs étrangers. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'entreprises, de grosses multinationales qui viennent s'installer au Cameroun ces dernières années, ce qui n'est pas le cas par exemple de l'Éthiopie où de grosses entreprises viennent s'installer sur place. Le Rwanda qui en ce moment a vu Volkswagen s'installer pour construire des véhicules sur place, ça c'est une difficulté. Comment vous faites pour renverser la tendance pour que le Cameroun attire plus d'investissements directs étrangers? En créant la confiance, M. Tagne. Il faut comprendre que c'est le climat d'affaires présent qui renvoie les entreprises, qui empêche les entreprises de venir. Je vous prendrai un exemple, un autre exemple. Oui. J'ai sur ma table au bureau une entreprise, la CRBC, qui est venue au Cameroun, je cite cette entreprise, pour investir. C'est une entreprise qui allait construire une route, une autoroute. Et à l'époque, l'État devait participer à 25%, l'entreprise entrait avec 75%. L'État n'a pas pu avoir les 25% pour sa contribution. L'entreprise dit par la suite, nous allons travailler en PPP si vous le voulez, nous finançons le projet à 100%. Dites-nous juste comment est-ce que nous allons entrer en possession de du financement que nous mettons. Vous savez ce qui s'est passé, M. Tagne? Non. C'est qu'on a fait venir les dirigeants de cette société-là qui sont arrivés au Hilton. Ils ont fait 3 jours. Et après, on vient leur dire, bon, le ministre vous attend, mais avant de rencontrer le ministre, remettez-nous d'abord une enveloppe de 500 000 $. Vous voyez? Vous savez ce qui s'est passé? C'est que ces derniers sont partis de l'hôtel pour l'aéroport, ils ont pris le vol et ils sont repartis. C'est ainsi qu'on chasse les entreprises qui veulent investir. Lorsqu'il n'y a pas de confiance, lorsqu'on a priorisé l'intérêt personnel, l'intérêt individuel, M. Tagne, on ne peut pas attirer les investisseurs. Quelle est la politique même du tourisme au Cameroun? L'image que le Cameroun renvoie. À quoi servent nos représentations diplomatiques à l'extérieur? Nos représentants diplomatiques sont devenus des refuges des amis du président actuel. Oui, ce ne sont pas des missions économiques, ce ne sont pas des missions dynamiques qui attirent les investisseurs au Cameroun. Tout au contraire. C'est pour dire qu'il faut créer de la confiance. Recréer la confiance veut dire assainir le milieu des affaires, éduquer les Camerounais pour que les Camerounais soient prêts à contribuer au développement de la nation. C'est ainsi que à l'étranger, on fera confiance au Cameroun et au Cameroun. Alors, vous dites que le Cameroun, sur le plan économique, est au bord de l'effondrement s'il n'y a pas des réformes qui sont faites. Alors, quelles sont pour vous les réformes les plus importantes pour redresser ce pays, selon vous? Déjà, il faut le dire, une des réformes, c'est déjà revoir le fichier, n'est-ce pas, du contribuable camerounais. Vous savez, je vais peut-être entrer dans une explication qui pour vous sera un peu compliquée, mais il est important que je le fasse.
Je vais Parce essayer que, de comprendre. parce qu'au Cameroun, on a un souci majeur. On ne connaît pas le nombre de contributeurs que nous avons. Nous ne connaissons pas. Pourquoi? Parce que les données, M. Tagné, depuis la base, sont faussées. On ne connaît pas le nombre de foyers qui existent au Cameroun. On ne connaît pas le nombre de Camerounais. Il y a eu quand même un recensement général de la population. En 2000, les résultats qui ont été rendus en 2005, c'est ce recensement dont vous parlez, qui ne nous donne pas un chiffre, c'est un recensement purement politique, les résultats qui ont été donnés. Parce que, comme vous le savez aujourd'hui, le nombre qui a été donné en 2005 n'est pas le nombre réel des populations dans chaque ville. Donc, je voudrais ici dire, on ne connaît pas le nombre d'entreprises même qui existent au Cameroun. Et c'est un problème. Il faut, lorsque nous parlons de la reconstruction, permettez-moi d'arriver, avant de revenir sur votre réponse, de vous parler, n'est-ce pas, de cette réforme structurelle très importante pour nous sur l'identification des Camerounais. Ouais. Parce que, voyez-vous, nous avons dit, désormais, dans chaque hôpital, parce qu'il faut le dire, il faut le préciser, les hôpitaux, lorsque nous allons revenir sur le projet de la santé, nous allons peut-être nous allons pousser beaucoup plus loin. Nous aurons dans chaque localité un hôpital. Dans chaque département, un hôpital de référence. Ça, nous allons, plus tard, je vais expliquer comment est-ce que nous finançons tout cela. Mais nous disons, à dire, non, je vais vous dire comment nous finançons tout cela. Mais je voudrais vous dire que dans chaque hôpital se trouvera un officier d'état civil. Ça, c'est la première des choses. Pourquoi un officier d'état civil dans chaque hôpital? Parce que à chaque naissance, la maman qui sort de l'hôpital doit sortir avec l'acte de naissance de son enfant. Ça, c'est la première des choses. Nous disons, au Cameroun désormais, à partir de 6 mois, chaque enfant a droit à une carte d'identité. Parce qu'il nous faut avoir la maîtrise du fichier d'identification. Nous devons savoir connaître le nombre de Camerounais que nous avons. C'est ainsi que nous saurons rapidement, lorsqu'un Camerounais entre en activité, tout de suite c'est signalé, M. Tagné. Donc il faut réussir à commencer par la base, c'est-à-dire avoir dans chaque hôpital un officier d'état civil qui, lui, dès qu'il y a naissance, puisque le système sera informatisé, l'enfant est enregistré, 6 mois plus tard, l'enfant a une carte d'identité, c'est une carte dont l'enfant ne pourra pas signer, c'est clair, parce que l'enfant, à ce moment-là, ne peut pas signer. Oui. Après 2 ans, la carte d'identité est changée, et après 5 ans, la carte d'identité est changée, et après 10 ans, la carte d'identité est changée au fur et à mesure. Comme ça, nous maîtrisons d'abord le fichier d'identification au Cameroun et le fichier d'état civil. Ça, c'est une des choses. Maintenant, pour revenir sur votre question, lorsque nous avons un fichier maîtrisé, nous savons exactement où et comment trouver les contribuables qui, eux, s'engagent dans l'entrepreneuriat. Et on sait qu'à partir d'un fichier précis de contribuables, on a tout de suite les éléments sur comment est-ce qu'ils doivent procéder concernant l'acquittement de leurs impôts et autres. Donc ça, c'est une réforme qui est très importante pour nous, qui doit partir déjà de cette base. C'est vrai que ça touche plusieurs domaines. Ça paraît toucher plusieurs domaines, mais il faut aboutir à quelque chose de précis à la fin. Sinon, qu'est-ce qu'on aura? On va vous apporter des réformes aussi, des très belles réformes dans le système économique, et on ne pourra pas les appliquer sereinement. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas la maîtrise du fichier des contribuables. Ça, c'est dans un premier temps. Donc, dans un deuxième temps, nous devons avoir une traçabilité des investissements. Nous devons pouvoir, M. Tagné, informatiser tout le système. Je ne sais pas si vous me comprenez là. Oui. Nous devons informatiser tout le système. Parce qu'à ce niveau, nous avons énormément de fuites. Pourquoi? Parce que vous avez de l'argent qui circule encore entre les mains. Lorsque vous allez aux impôts, vous avez ceci qui passe encore. Bon, c'est vrai qu'au niveau de la direction, il y a une évolution au niveau de la direction générale des impôts. Il y a une évolution, mais qui n'est pas suffisante. Qui n'est pas suffisante. Il faut aller encore beaucoup plus haut. Nous devons donc informatiser tout le système, et les systèmes doivent être interconnectés. Lorsque nous avons cette interconnexion, nous avons une lisibilité claire des avoirs du Cameroun
de l'endettement du Cameroun, de l'entrée venant des contribuables, des contributions venant de nos partenaires, et nous avons un système économique clair. Et nous allons plus loin dans la réforme du système économique. Nous avons dit, M. Tagne, que désormais, la priorité sera à la consommation des produits camerounais. Vous savez que ce qui crée l'équilibre, Justement. Vous savez que ce qui crée l'équilibre dans une économie, c'est lorsque la consommation est plus élevée que la production, généralement. Mais qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? La production est plus élevée que la consommation, autant pour moi. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Nous avons une consommation plus élevée que la production et une consommation des produits qui viennent d'ailleurs. Oui. Alors justement, vous voulez qu'on consomme des produits camerounais. Comment fait-on pour en arriver là? Vous avez commencé à parler des PME tout à l'heure. Je souhaiterais qu'on y revienne. Quand on prend un exemple, l'Allemagne, l'un des pays en Europe qui se porte le mieux en ce moment, c'est grâce aux PME. Comment vous faites pour favoriser la création des PME au Cameroun? Et dans quel secteur est-ce que vous pensez qu'on pourrait créer le plus de PME? Alors, dans tous les secteurs. Oui. La première des choses, c'est dans tous les secteurs. Et les comment PME, favoriser la création? Favoriser la création des PME est simple. C'est créer d'abord un climat d'affaires propice. Oui, c'est bon pour le climat des affaires, vous en avez déjà parlé. Voilà. Oui. Avoir des Camerounais prêts à se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire former les Camerounais. Oui. Ça, c'est la première des choses. Former les Camerounais et leur donner donc des outils. Je vais vous prendre un exemple simple en vous parlant peut-être, en revenant un peu sur l'agriculture, en vous disant comment on peut créer plusieurs PME dans plusieurs secteurs. Présentement, au Cameroun, nous avons pratiquement 80 centres de formation dans l'agriculture. Et nous avons 24 écoles d'agriculture. Ce que nous disons, c'est que nous devons mettre ces 24 écoles à 40 écoles et nous devons transformer ces centres de formation en centres de production. Parce que voyez-vous, M. Tagne, ces centres de formation recrutent en moyenne 50 Camerounais qui sont formés par an. Et chaque centre a droit à 100 hectares de terrain. L'objectif pour nous, en transformant ces centres en centres de production, c'est aboutir à quoi? À résoudre d'abord un premier problème, le problème de l'autosuffisance alimentaire. Mais c'est d'amener tous ceux-là qui sont formés dans ces écoles à pouvoir créer ou alors produire un aliment qui est consommé dans le marché camerounais. Mais tout cela a un coût. Là, on parle, effectivement, là, on parle de pratiquement de 6 000 Camerounais qui sortent et qui sont prêts à produire, n'est-ce pas, un produit, si vous voulez, qui est consommé dans un produit camerounais. Parce qu'il faut arriver à quelque chose de précis. Je vais arriver sur le coût pour vous dire comment est-ce que nous arrivons à financer cela. Maintenant, comment est-ce que rendre accessible, si vous voulez, la consommation de ces produits? On commence d'abord par des cantines, dans des écoles. Parce que c'est quelque chose qui est très possible. En amenant les produits camerounais à intégrer, parce que nous allons réinstaurer les cantines dans les établissements primaires et secondaires. C'est-à-dire, ce sont les produits camerounais qui seront donc consommés et en faisant une bonne promotion des produits camerounais. Parce qu'il y aura même un pourcentage obligatoire des Camerounais pour la consommation des produits camerounais. Donc, il faut dire que la priorité pour nous sera de consommer beaucoup plus les produits camerounais, importer moins des produits qui sont cultivés au Cameroun pour que le marché camerounais soit véritablement fourni et que le citoyen camerounais consomme et crée cette plus-value dans l'économie. Et tout ça a un coût. Comment vous faites pour que ceux qui vont créer ces PME aient les moyens pour le faire? Alors, des choses simples. Nous l'avons dit tout à l'heure, nous allons accorder, n'est-ce pas, une garantie souveraine aux banques. Oui. Et nous allons demander à ces banques d'accompagner, n'est-ce pas, ces entreprises en leur octroyant des crédits. Mais au-delà de cela, nous avons encore là, nous disons encore, le partenariat public-privé va devoir agir encore. Et de quelle manière cette fois-là? Et de quelle manière? Le partenariat public... On a bien compris le partenariat public-privé tout à l'heure lorsqu'il s'agissait de construire des infrastructures routières, on a bien compris. Mais cette fois, pour favoriser la création des PME,
Comment est-ce que le partenariat public-privé intervient dans ce cas-là? Alors, favoriser la création des PME, ce n'est pas la direction qu'il faut. Oui. Vous savez que nous allons vers la mécanisation, l'industrialisation de plusieurs produits. Oui. Ce qui veut dire que nous allons beaucoup transformer des produits camerounais. C'est à ce niveau-là, pour implanter dans ces grandes industries, c'est à ce niveau que le partenariat public-privé intervient. Oui. Mais pour les petites entreprises, parce que à l'exemple de l'Allemagne, ce sont ces entreprises qui ont rendu l'économie allemande très Absolument, forte. très dynamique. L'État va accorder à ces entreprises un accompagnement financier. Je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, les dérivés, n'est-ce pas, des produits de notre sous-sol sont estimés à plus de 3 600 milliards de nos francs. Et il y a des impôts qui seront prélevés, n'est-ce pas, de ces dérivés pour tout simplement accompagner les entreprises. Nous disons que nous allons, par an, accompagner les entreprises à hauteur de 100 milliards de francs. C'est le chiffre qui est donné. Je pourrais vous démontrer comment, en faisant des calculs simples, nous prélevons les 100 milliards pour accompagner les entreprises. C'est pour dire, M. Tagne, lorsque nous faisons des propositions, nous avons exactement les poches de financement pour ces propositions-là. Vous avez commencé un tout petit peu à parler d'agriculture, on va aussi parler d'élevage. Je vous propose, Espoir Matomba, de regarder ce reportage que nous avons réalisé avec un jeune Camerounais qui s'est lancé dans l'élevage et tout de suite après, nous en parlerons. Banano, manioco, arachide, pour booster la productivité locale. Maïs, ignamo, café, cacao, pour sortir l'agriculture de son sommeil. Tous les jours, Colin se rend dans sa ferme située à 10 km de Yaoundé. Jacif Flo est bon. C'est ici, à Ezezang, que son exploitation, bâtie sur 5000 m², est sortie de terre il y a 3 ans. Depuis des millénaires, nous avons grandi. Grâce aux produits. Le jour de notre visite, la poussinière est vide à cause d'une rupture de poussins d'un jour sur le marché. Il y a un seul grand fournisseur de poussins, donc ce n'est pas évident qu'il satisfait tout le monde au même moment. Donc là, c'est... Les poussins de 21 jours. Donc, une fois qu'on a chauffé, on les envase ici. Ici, dedans, en principe, ils vont faire 20 jours. À l'origine, la ferme avait été construite uniquement pour l'élevage des poulets de chair. Les ravages causés par la grippe aviaire et les extraordinaires méventes qui vont suivre ont obligé Collins et ses jeunes partenaires à revoir leur modèle économique. Question de survie. Après la grippe aviaire, on a décidé un peu de diversifier dans les différents élevages. Plus loin en bas, on va voir également les porcs. Et on a d'abord visité les lapins. C'est une viande très demandée, mais malheureusement peu élevée quand même. Oui. Vous en avez combien ici? Environ une centaine. Alors on nous a appris qu'on arrêtait, qu'on tenait le lapin avec ses oreilles. Non, les oreilles, ce n'est pas conseillé. On tient le lapin au dos. Au dos. Quand tu ne le tiens pas les oreilles, ça lui stresse. Ah, d'accord. Ok. Donc ça, c'est une Femelle, croisée. On attend juste qu'elle mette bas. D'accord. Aujourd'hui, la ferme s'est agrandie à l'élevage des porcs, des lapins et des poules pondeuses. À côté de la ferme, Collins a mis en place une provanderie. Il produit lui-même les aliments pour ses bêtes et une partie de la provende est destinée à la vente. Non seulement nous faisons nos propres aliments ici, mais nous commercialisons aussi. Il y en a certains éleveurs qui n'ont pas ces machines-ci qui viennent composer les aliments également ici. 15 personnes sont employées à temps plein à la ferme et à la provanderie. Alors nous sommes ici dans le bâtiment des pondeuses. Des pondeuses, oui. Alors il y en a combien? Environ 4000 époussières. 4000 pondeuses. 4000 époussières et quelques. Et vous produisez à peu près combien d'œufs par jour? En termes de cartons, c'est 10 cartons. 10 cartons. 10 cartons et quelques avions. Donc dans les 3800 œufs par là. Par jour? Par jour, oui.
Le jeune éleveur est peu loquace sur son chiffre d'affaires, mais son sourire montre qu'il n'est pas si mal loti que cela. Bon, le chiffre d'affaires, je ne saurais vraiment chiffrer. Oui. Parce que vous voyez, on travaille avec les moyens de bord, comme on dit chez nous. Avec beaucoup de crédits, on se bat de gauche à droite. Un appui du gouvernement et une plus grande facilité à obtenir des crédits à la banque, pense-t-il, aurait été une aubaine pour l'agrandissement de son exploitation. Pour le développement de nos pays. Alors, vous avez regardé ce reportage sur cette exploitation, cet élevage poulet, cochon, lapin. Les mêmes problèmes demeurent, le financement, et également même la matière première, par exemple les poussins d'un jour, qui reste un monopole au Cameroun. Alors, comment fait-on pour sortir de cette situation-là et favoriser la création des PME comme celle-là un peu partout? Et tout à l'heure, je parlais justement de l'accompagnement que ces entreprises, ces PME ont besoin. J'ai parlé de l'accompagnement par les banques parce que vous voyez aujourd'hui, lorsque ces jeunes vont vers ces institutions financières, demander du crédit, on leur demande des garanties. Des garanties qu'ils n'en ont pas. Parfois, c'est des titres fonciers, c'est bien d'autres choses. Et ces jeunes n'en ont pas. Mais, et comment donc faire pour accompagner ces jeunes? C'est la solution que nous avons proposée, c'est-à-dire que nous rapprocher des banques, demander aux banques d'accompagner ces jeunes en leur accordant du crédit, mais nous garantissons ce crédit-là. C'est-à-dire qu'en octroyant à ces banques des garanties souveraines. Mais c'est du crédit qui sera remboursable. Mais à partir de ce moment-là, ces jeunes, qui pour plusieurs parfois sont dans l'informel, vont contribuer forcément au développement de la nation en s'acquittant de leurs impôts, de leurs taxes, parce qu'en réalité, ils vont désormais, ils seront dans un fichier clair et précis. Et nous avons parlé tout à l'heure, lorsque je parlais, M. Tagne, j'ai parlé, n'est-ce pas, de ces écoles qui forment dans l'agro-pastoral. Là encore, j'ai parlé des écoles de formation dans l'agriculture. Mais nous avons 40 écoles qui forment dans l'agro-pastoral. Ce sont ces jeunes, la plupart, qui bénéficieront dans un premier temps d'un accompagnement, qui vont tout de suite, n'est-ce pas, pouvoir fournir le marché camerounais. On pourrait vous le rétorquer qu'il y a quand même déjà pas mal de programmes qui existent, notamment au ministère de la Jeunesse, et qui ont pour but, effectivement, d'accompagner des projets qui sont initiés par les jeunes. Écoutez, ces programmes qui existent déjà, vous savez, qui sont ceux plus ou moins qui bénéficient de ces financements. Il y a le PIAZI, le PAGEU et bien d'autres. Les gens ne sont pas dans un couloir normal de création d'emplois ou d'accompagnement des jeunes qui sont sur le terrain. Ils sont plutôt dans des couloirs, n'est-ce pas, de création de richesses personnelles. D'où le choix de certaines personnes qui sont accompagnées, parce que c'est un choix qui parfois ne répond pas aux critères de l'entrepreneur qui devrait être choisi. Je vais aller plus loin parce que cette question me revient à l'esprit. N'est-ce pas, nous avons dit que nous allons faire, dès la prise du pouvoir, les états généraux des finances. Parce que vous avez beaucoup parlé du financement. Oui. Comme si dans les caisses de l'État, les caisses étaient vides complètement. Mais il faut dire qu'en faisant les états généraux des finances, parce que nous avons plusieurs poches de dissimulation, n'est-ce pas, des recettes, en faisant les états généraux des finances, chaque année, l'État épargne pratiquement 4 000 milliards. Les états généraux des finances, ce sera quoi concrètement? Ce sera revoir complètement les fuites au niveau des impôts, des douanes. Après le toilettage de la fonction publique, avoir un fichier clair des fonctionnaires, avoir dans toutes les poches où il y a des fuites, revoir, n'est-ce pas, les sommes qui sont logées
dans des comptes étrangers, parce que vous savez que la SNH a des comptes en devises, a de l'argent en devises logé dans des comptes étrangers, qu'elle ne parvient pas à faire revenir, nous devons faire revenir ces fonds. C'est pour dire que lorsque nous faisons l'état général des finances, nous avons plus ou moins 4 000 milliards épargnés. Et ces 4 000 milliards sont immédiatement injectés dans, n'est-ce pas, le fonctionnement de la dynamisation de la production au niveau national. Qu'est-ce que vous faites contre la corruption et les détournements de fonds publics qui grèvent considérablement les efforts de développement de ce pays? Parce que quand on voit les sommes qui sont souvent en cause, c'est effrayant. Vous pouvez avoir le meilleur programme économique au monde, mais si les gens tapent dans les caisses de l'État à leur guise, c'est un problème, non? Monsieur Tagny, c'est pour cette raison que nous avons parlé de la refondation du système éducatif camerounais. Parce que voyez-vous, le profil du Camerounais que nous avons aujourd'hui, c'est lequel? C'est celui-là qui ne fait pas d'efforts pour réussir. C'est celui-là qui ne va pas au-delà de ses capacités. C'est celui-là qui s'insère tout simplement dans la société. C'est celui-là qui fait tout, alors tout, pour devenir un employé ou un fonctionnaire, mais pas celui-là qui se lance dans l'entrepreneuriat. Vous voyez? Il faut donc retravailler ce profil du Camerounais pour avoir un nouveau profil du Camerounais. Je le dis toujours, M. Tagny, vous pouvez avoir au Cameroun, à cet instant, le meilleur projet économique. Et ce projet sera plombé par les Camerounais que nous avons présentement. Parce qu'en réalité, la quête à la réussite personnelle est ce qui est de mise. L'enrichissement personnel est ce qui est prioritaire aujourd'hui pour les Camerounais. Le Camerounais aujourd'hui ne pense pas collectif, il ne pense pas ensemble, il ne pense pas construction pour tous. Et c'est à ce niveau que nous devons travailler. Parce que, voyez-vous, nous pouvons, comme nous l'avons dit, nous allons donner les pleins pouvoirs à la CONAC de sévir. Mais si dans le fond, les mentalités ne sont pas travaillées, alors la CONAC pourra sévir, des gens continueront dans cette même lancée. Voyez-vous, plus on arrête des gens qui vont en prison, plus d'autres se livrent à ce jeu. Mais il faut donc non seulement sévir, mais il faut retravailler le profil du Camerounais pour qu'il soit celui-là, qu'il sache pourquoi est-ce qu'il ne doit pas être passible d'un acte de corruption. Qu'il soit celui-là qui puisse participer en sachant que son salaire, il peut vivre du salaire. Il est clair que nous allons revaloriser les salaires, nous allons revoir la grille salariale. Vous allez aussi doubler les salaires? Écoutez, nous n'allons pas doubler les salaires, mais nous allons revoir, n'est-ce pas, les salaires. Rassurez-vous, notre souci, c'est de voir les Camerounais vivre, n'est-ce pas, dans des meilleures conditions et vivre décemment à partir de leur salaire. Ce qui veut dire que nous allons véritablement revoir les salaires et permettre aux Camerounais de ne pas se livrer à, n'est-ce pas, ces jeux de corruption et autres. Alors, vous parliez des problèmes de développement qu'il y a dans un certain nombre de régions et villes du Cameroun. Alors, quelle est pour vous la meilleure forme de gouvernement qui permettrait de développer les régions du Cameroun? Est-ce que vous êtes favorable à la décentralisation ou alors au fédéralisme? Quelle est la forme de l'État qui, pour vous, sied? Nous sommes pour la décentralisation. Vous savez que, comme nous le disons toujours, c'est exactement ce qui se fait en ce moment. Il n'y a pas de décentralisation présentement. C'est un mot qui existe dans la Constitution, mais ce n'est pas vérifié sur le terrain. Monsieur Tagny, n'oubliez pas que je suis un élu. Je suis un conseiller municipal à Douala 4e. Je siège au conseil. Je connais les pouvoirs que la mairie a et je connais les pouvoirs que la mairie n'a pas. Donc, nous ne sommes pas en pleine décentralisation. Ce qu'il faut faire, c'est déjà reformer même ces tests sur la décentralisation, mais aller vers une décentralisation active. Donner le pouvoir aux régions de pouvoir développer leur ville. Donner le pouvoir aux mairies de pouvoir développer leur ville. Nous sommes pour la décentralisation parce que nous disons c'est le pouvoir local qui développe. Les populations au niveau local connaissent les réalités et les problèmes qu'elles vivent. Elles ont aussi une ébauche de solutions de leurs problèmes. Et il est important d'impliquer ces populations-là dans la résolution des problèmes de leur localité. À ce niveau, nous disons la politique participative que nous allons implémenter amènera les uns et les autres
à travailler et à participer au développement. Parlons à présent de l'éducation, qui semble être le fondement même de votre projet de société. Vous en avez abondamment parlé depuis le début de cette émission. Pourquoi vous faites de l'éducation le substratum de votre projet de société? Parce qu'en réalité, de l'éducation, on construit toute une nation. À partir de l'éducation. Vous voulez développer le secteur industriel, il vous faut des Camerounais prêts, des Camerounais formés. Il vous faut des Camerounais qui peuvent construire des machines. Vous voulez développer l'agriculture, il vous faut des Camerounais prêts, des Camerounais formés, mais des Camerounais qui ont une vision précise. Le Cameroun a l'un des taux de scolarisation les plus élevés en Afrique. Hein. Nous parlons ici d'une éducation de qualité, M. Tagne. Oui. Nous avons peut-être même le taux des diplômés le plus élevé. Voilà. Mais regardez dans quel état se trouve notre pays. Regardez dans quel état. Si nous allons donc parler de scolarisation et de diplômés, nous devrons avoir honte de dire que nous sommes des Camerounais et ayant un taux de scolarisation élevé. Regardez les pays qui n'ont pas ce taux de scolarisation, comment ils se développent. Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est quoi dans votre type d'éducation? Oui, c'est déjà recréer un nouveau profil de Camerounais. Je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Il faut recréer ce Camerounais qui soit prêt à développer sa nation, qui comprenne pourquoi est-ce qu'il doit travailler pour son pays. Comment on fait pour créer ce type de Camerounais-là? Vous allez en laboratoire, vous le fabriquez. C'est ça que j'essaye de comprendre. Comment créer ce type de Camerounais que vous appelez de tous vos voeux? C'est dans le système éducatif, M. Tagne. Qu'est-ce que vous apportez? C'est des nouvelles valeurs. Des nouvelles valeurs. Apprendre à nos jeunes, à nos enfants, bien que nous le disons, c'est une éducation inclusive. Mais apprendre aux gens pourquoi est-ce qu'ils doivent aimer le Cameroun, pourquoi est-ce qu'ils doivent travailler pour le Cameroun, qui ils sont en réalité, pourquoi est-ce que le développement de la nation dépend d'eux, forcément. Vous savez, lorsque vous avez des Camerounais qui commencent à réfléchir différemment, à ne plus s'inscrire uniquement dans la critique, oui, à être objectifs dans ce qu'ils font, à devenir des hommes d'action et non des hommes passifs, il est clair que vous commencez là à avoir un produit du Camerounais que vous devez avoir pour développer la nation. C'est ainsi, M. Tagne. Ça ne se fait pas dans un laboratoire X pour venir l'imposer. Il faut retravailler, réinculquer ces valeurs dans la tête des Camerounais. Alors, je pose la question autrement. Quelles sont les mesures phares que vous envisagez de mettre en place s'agissant de l'éducation? Alors, nous avons déjà ce que nous disons. Nous allons, dans le secteur de l'éducation, revoir l'histoire du Cameroun. Oui. Vous savez comme moi que les Camerounais ne connaissent pas leur histoire. Mais alors, surtout, à partir du primaire, il y a un secteur qui entre. C'est-à-dire que vous avez le primaire, post-primaire, non secondaire que nous allons implémenter. Des personnes qui ont la capacité, après le primaire, d'intégrer directement une formation au lieu de faire le secondaire. Et de cette formation, se mettre directement dans le champ de l'emploi. Nous avons le post-secondaire non universitaire, c'est-à-dire des personnes qui terminent le secondaire, mais qui, par une orientation précise, se lancent directement dans des formations. Ils ne vont pas faire le supérieur et ils entrent directement dans le champ de l'emploi. Vous avez les formations que nous allons établir dans tous les secteurs, parce que nous disons, il n'y a pas que ceux qui vont à l'école qui vont bénéficier des formations. Nous avons plusieurs Camerounais aujourd'hui qui sont dans la rue, qui sont en train de faire des métiers qu'ils n'ont pas désirés, qu'ils n'ont pas choisis. Mais nous allons, conformément aux besoins déjà recensés, établir des formations et plusieurs Camerounais pourront bénéficier de ces formations-là pour directement entrer dans le marché de l'emploi. Donc voilà en réalité des mesures phares que nous allons prendre dans le système éducatif pour permettre aux Camerounais, n'est-ce pas, de devenir des acteurs du développement. Autre chose, M. Tagne, Oui. le bilinguisme. Tout Camerounais sera
obligé, j'utilise le mot, de parler les langues officielles du Cameroun. Le français et l'anglais. Tout Camerounais sera obligé de parler les langues officielles du Cameroun. Il est clair que nous ajouterons une langue nationale qui pourra être parlée par tous les Camerounais. Mais ceci passera forcément avec l'accord, n'est-ce pas, du Parlement et de la population pour l'adoption de cette nouvelle langue-là. Mais tout Camerounais parlera les langues officielles du Cameroun de façon obligatoire. Je vais poursuivre, M. Tagne, en disant le Cameroun aujourd'hui est confronté à certains problèmes qui sont dus, évidemment, à notre mauvais système éducatif, qui sont dus à l'histoire du Cameroun. L'histoire du Cameroun est interprétée de diverses façons. Vous avez certaines personnes qui disent qu'il y a une partie du Cameroun, la partie anglophone, qui a acquis l'indépendance il y a plusieurs années et que leur indépendance a été arrachée. Vous avez la partie francophone qui a une partie de l'histoire. C'est-à-dire que vous avez plusieurs Camerounais qui ont chacun une partie de l'histoire. Nous ne pouvons pas avoir une nation qui a plusieurs histoires. Nous devons exactement savoir où est-ce que nous sortons pour savoir où est-ce que nous allons. Donc il est clair que l'histoire du Cameroun doit être rétablie et apprise aux Camerounais. Pour le financement de l'éducation, vous prévoyez de mettre d'énormes moyens et vous parlez de le faire par le biais de deux types d'impôts. Le premier, l'impôt domestique, la taxation de tous les produits manufacturiers commercialisés au Cameroun. Alors, j'avoue ne pas très bien comprendre. Qu'est-ce que vous appelez l'impôt domestique et qu'est-ce que vous entendez par la taxation de tous les produits manufacturiers qui sont commercialisés au Cameroun? Alors déjà, comment est-ce que vous comptez prélever cet impôt-là pour financer l'éducation? L'impôt domestique, déjà, c'est l'impôt sur les produits, les dérivés du sous-sol camerounais. C'est ce qu'on appelle impôt domestique. Et l'impôt sur les produits manufacturés, c'est tout produit transformé, manufacturé et agroalimentaire. Oui. C'est tout produit transformé qui pourra subir, n'est-ce pas, une taxation. Mais je vais aller plus simple. Nous disons que nous allons par an prélever 1200 milliards pour injecter uniquement dans le système éducatif. Sur les produits manufacturés, nous mettrons une taxe de 300 francs, c'est-à-dire la moyenne sera de 300 francs. Lorsque vous réfléchissez, M. Tagne, au Cameroun, nous consommons pratiquement 4 milliards de produits par an, produits manufacturés et agroalimentaires présentement. Sur ces 4 milliards, nous allons imposer, prélever 300 francs uniquement pour l'éducation. Nous sommes, en chiffre rond, si vous faites un simple calcul, à 800 milliards de francs. Ce sont les produits manufacturés que nous injectons uniquement dans l'éducation. Sur les produits domestiques, l'impôt sur l'impôt domestique, les dérivés du sous-sol, nous allons prélever 200 francs. Nous avons tout produit confondu, pratiquement 1 milliard de produits, et nous allons prélever 200 francs. Ça nous donne un chiffre, M. Tagne, pratiquement 300 milliards de francs. Et je ne voudrais pas revenir sur la responsabilité sociale des entreprises, parce que vous savez que des entreprises qui existent dans un territoire ont une responsabilité sociale. Oui. Mais déjà, pour parler de ces deux, vous avez un chiffre qui est prélevé pour financer uniquement l'éducation. Parce que nous allons accorder au centre de recherche universitaire pratiquement 100 milliards de francs pour les recherches. Et le reste, vous savez que nous devons construire des infrastructures en dehors de permettre la gratuité de l'éducation, parce que l'éducation non seulement sera gratuite, mais obligatoire. Donc nous disons que nous avons ces poches. Il ne s'agit pas uniquement de l'éducation. Dans plusieurs secteurs, dans chaque secteur que nous développons, nous avons les poches de financement. Voilà, M. Tagne, simplement comment nous finançons, n'est-ce pas, l'éducation. Est-ce que le problème... Oui, allez-y. Et je tiens à vous dire que nous ne serons pas les seuls au monde à le faire. La Finlande, qui a priorisé l'éducation comme étant le levier du développement, est un pays qui est envié dans le monde entier. Oui. La Corée du Sud, pareil. L'Indonésie, pareil. Voilà des pays qui ont pris pour premier levier de développement l'éducation.
ils se sont dit, en développant ce secteur, nous développons tous les autres secteurs. Parce qu'en développant l'éducation, nous luttons contre la corruption. En développant l'éducation, nous préparons des hommes qui vont nous construire des machines dans tous les domaines. En développant l'éducation, nous avons des hommes qui sont prêts à développer la nation. Vous voyez, nous avons des hommes qui, lorsqu'ils parleront de justice, parce que nous allons arriver certainement à ce niveau, nous pourrons vérifier, n'est-ce pas, l'indépendance, n'est-ce pas, de ces institutions. Parce qu'en réalité, ces hommes seront dotés d'un savoir qui leur permet d'être indépendants, de travailler pour le bien-être de la nation, sans toutefois être influencés par X ou Y. Alors, est-ce que le problème de l'éducation au Cameroun aujourd'hui est au niveau véritablement des financements? Parce que quelques chiffres dans le budget de l'État cette année, les enseignements secondaires, c'est 344 milliards et demi, l'éducation de base 187 milliards et 900 millions, le tout ça fait sensiblement près de 900 milliards de francs CFA qu'on met dans le grand secteur de l'éducation nationale, et pourtant on a encore des images inacceptable d'enfants qui s'assoient par terre pour prendre des cours dans des espèces de huttes. La gratuité de l'école n'est pas véritable aujourd'hui, alors qu'il y a 900 milliards qu'on a mis dans l'éducation. Est-ce que le problème n'est pas ailleurs? Le problème déjà, c'est la qualité des hommes, M. Tagne. Lorsque nous parlons encore, une fois de plus, de cette refondation, je vais peut-être insister là-dessus, c'est parce qu'il faut retravailler la mentalité camerounaise. Le problème encore se trouve dans la mentalité de ceux-là qui gèrent ces budgets. Et je vous l'ai dit, ces chiffres ne sont pas assez pour l'éducation. Et on parle là, je vous ai dit tout à l'heure que nous devons réussir l'exploit d'inverser les priorités. Il faut inverser. Ces chiffres nous donnent 2,9% du PIB. C'est-à-dire que l'investissement de l'État dans l'éducation représente 2,9%. Nous devons aller au-delà de cela. Parce qu'en réalité, c'est déjà le plus gros budget. En réalité, c'est justement là, monsieur Tagne. Est-ce que parce que c'est le plus gros budget accordé, ça veut dire que c'est une priorité, c'est la priorité de l'État d'avoir des Camerounais ayant une éducation de qualité? La réponse est non. Sinon, la refondation du système éducatif devrait être faite depuis longtemps. Sinon, nous n'aurons pas des enfants aujourd'hui qui s'asseyent encore sur des bancs, sous des arbres. Nous n'aurons pas des lycées qui n'existent pas. Nous n'aurons pas à apprendre à nos enfants la Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, au lieu d'apprendre l'histoire du Cameroun. Nous n'aurons pas à éliminer, n'est-ce pas, du cursus scolaire, l'éducation civique, morale, détruire toutes les valeurs qui existaient il y a plusieurs années. Nous n'aurons pas à le faire si c'était une priorité. Si c'était une priorité, nous comprendrions que c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler l'homme qui va développer la nation. C'est à ce niveau qu'il faut travailler le Camerounais qui sera prêt à dire « pour rien au monde, je ne vendrai mon pays. Pour rien au monde, je ne servirai de support pour déstabiliser ma nation. » Parce qu'en réalité, lorsque vous avez un Camerounais prêt, quels que soient les montants ou le montant avancé pour lui demander de déstabiliser son pays, il ne le fera pas. Et ici, nous parlons non seulement de la qualité de l'éducation que nous recevons, que nos enfants reçoivent, mais nous parlons aussi de la qualité des hommes qui gèrent notre pays. Parce qu'en réalité, nous ne devons pas nous tromper de combat, M. Tagne. Oui. Nous ne devons pas croire que nous sommes dans un combat de personnes. Non. C'est tout un système que nous devons changer radicalement. C'est tout un système. L'actuel président partira du pouvoir. Si ce sont les mêmes personnes qui vont continuer à diriger cette nation avec Serge Espoir Matomba, ça veut tout simplement dire que Serge Espoir Matomba n'a pas compris que c'était un problème de système. Nous devons changer complètement ce système et de façon radicale, mais en inversant les priorités. Parlons à présent de la santé. Qu'est-ce que vous mettez dans votre politique de santé?
Je vous pose la question de manière abrupte comme ça. Qu'est-ce que vous mettez dans votre politique de santé? Alors, nous allons d'abord rapprocher la santé de la famille. C'est-à-dire C'est-à-dire ramener les centres de santé, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout près des familles. Dans Oui. chaque Vous arrondissement, parliez de créer des dans hôpitaux chaque- de référence dans un peu chaque partout. arrondissement, nous aurons ce qu'on appelle un hôpital avec un plateau technique fourni, des médecins. Ce que vous devez remarquer aujourd'hui, M. Tagne, c'est qu'on a 0,08 médecins par habitant au Cameroun. Ce qui est grave, très grave. Pourtant, nous avons un nombre considérable de nos compatriotes médecins qui sont à l'étranger. Et nous avons même des médecins au Cameroun. Il faut pouvoir, n'est-ce pas, donner la possibilité à ces derniers d'exercer, mais d'exercer dans un climat qui leur permet, n'est-ce pas, d'agir, de faire exactement ce qu'ils ont appris. Donc ici, nous allons d'abord, dans chaque arrondissement, nous l'avons dit, créer ou aménager les infrastructures hospitalières qui existent, ou alors en créer s'il n'en existe pas. Dans chaque département, nous disons, nous allons créer un hôpital de référence. Parce que ce qu'il faut éviter, M. Tagne, c'est que nous soyons en train d'évacuer, n'est-ce pas, les Camerounais d'un point à un autre, avec tous les risques que ça comporte. Il faut, donc, dans des régions, avoir, n'est-ce pas, ce que nous appelons les lignes directes, n'est-ce pas, de la santé pour tous. Parce que ce que nous allons faire, c'est instituer... C'est un vieux slogan. Hein, non, pas du tout. Tous. C'est instituer ce que nous appelons l'assurance maladie. Oui. Et là encore, nous avons dit comment nous allons financer cela. Parce que c'est très simple. Vous savez, il y a le financement par l'économie tertiaire, Oui. c'est-à-dire l'économie des services, par les services. J'ai pris un exemple simple aujourd'hui, M. Tagne. Au Cameroun, vous avez pratiquement plusieurs compagnies aériennes qui volent au Cameroun. En faisant un chiffre, en allant dans une analyse simple, un calcul simple, chaque compagnie, nous avons pratiquement par mois 4 milliards qui proviennent, n'est-ce pas, des taxes que nous recevons pour chaque billet d'avion acheté au Cameroun des personnes qui vont à l'étranger. Oui. Ça, c'est chaque mois. Chaque mois. Et nous disons, nous allons plus loin, M. Tagne. Le Cameroun est une cuvette, une véritable cuvette, une plaque tournante. Il est inadmissible que nous ayons tout simplement pratiquement 7 à 8 compagnies qui volent sur le Cameroun. Monsieur Tagne, nous devons être une véritable plaque tournante en Afrique. Oui. Revenons sur l'assurance maladie. Je reviens, Oui. c'est pour dire que L'assurance maladie. de ce côté-là, Oui. nous allons prendre dans ce type de taxe de l'argent pour financer, n'est-ce pas, la santé au Cameroun. En dehors, évidemment, des taxes aussi qui seront prélevées, n'est-ce pas, des dérivés de notre sous-sol pour financer, n'est-ce pas, la santé. Parce que, voyez-vous, M. Tagne, ce qu'il faut dire, vous l'avez dit à l'entame de votre émission, que l'heure des belles promesses est arrivée. La saison des promesses. La saison des promesses Il y est en a pas arrivée. mal, là, hein. Mais nous ne faisons pas des promesses irréalisables. Nous avons vu comment ça se passe ailleurs. J'ai personnellement vécu comment ça se passe ailleurs. J'ai un carnet d'adresses hyper important des personnes qui sont dans différents domaines. Je tiens à vous préciser, M. Tagne, que pour la santé, j'ai emmené des investisseurs au Cameroun qui ont discuté avec l'administration. C'est pour vous dire que, en dehors du carnet d'adresses, de ces actions qui ont été menées et qui sont d'ailleurs vérifiables, parce que lorsque je parle, ils nous écoutent et ils savent Est-ce que dans la santé, c'est un domaine dans lequel on investit? Parce qu'un investisseur, c'est pour gagner de l'argent. Hein. Investir dans la santé, ce n'est pas très courant, non? M. Tagne, Ou alors de quelle manière? Quand vous parlez d'investir dans la santé. La santé, c'est un secteur dans lequel on investit. Dans quel domaine on précisément? investit. Le médicament, les hôpitaux, quoi? On investit dans les hôpitaux, Oui. on investit dans le médicament, on investit dans les laboratoires,
Parce qu'en réalité, Oui. il faut arriver au niveau de, n'est-ce pas, comment je vais appeler ça, la création, n'est-ce pas, des produits qui vont résoudre certaines pathologies camerounaises. Parce que nous disons que notre santé, notre politique de santé est avant tout préventive et curative. Ouais. Dans prévention, qu'est-ce que nous y mettons? Booster, n'est-ce pas, les centres de recherche pour résoudre certaines maladies. Monsieur Tagné, vous savez que nous n'avons pas le droit d'avoir le palu encore au XXIe siècle. Vous savez que le paludisme peut être complètement éradiqué. Mais c'est une question de volonté. C'est une question de volonté. À partir du moment où nous avons la volonté d'éradiquer cette maladie, dans notre pays et pour nos concitoyens, nous allons le faire, comme d'autres pathologies. Donc, à ce niveau, je peux vous garantir que, évidemment, le secteur de la santé, c'est un grand secteur d'investissement. Mais le plus important n'est pas l'investissement qui sera fait par un partenaire X ou bien par une institution Y. C'est l'accès à ces soins par le Camerounais. Parce que notre préoccupation, c'est le dernier consommateur. Oui, c'est pour cette raison que nous disons, nous allons prélever des taxes dans des services, dans des produits, pour amener les Camerounais à bénéficier, n'est-ce pas, des soins, dans un premier temps, gratuits. L'accès aux soins reste très difficile pour l'instant au Cameroun. Les gens meurent faute de soins parce que ça coûte cher. Conséquence, l'espérance de vie au Cameroun aujourd'hui est d'à peine 60 ans. Les grands de ce pays sont plus à l'aise lorsqu'ils se font soigner à l'étranger plutôt que chez eux et aux frais de la princesse. Ça, c'est un gros problème pour la santé au Cameroun. Il faut dire, M. Tagné, que dans mon gouvernement, il y aura une interdiction formelle à tout membre du gouvernement de se faire traiter à l'étranger. Non, je vous le dis. Je vous le dis. Ce sera comme ça. Le gouvernement doit servir d'exemple. Ouais. Ceux qui gèrent le pays doivent servir d'exemple. C'est ainsi que nous allons pouvoir, ensemble, développer des structures qui vont nous permettre déjà de nous soigner. Pourquoi douter de la capacité de nos médecins? Ceux chez qui nous allons nous soigner, ont-ils bénéficié d'une formation extra que nos médecins? Est-ce que nous n'avons pas la capacité d'avoir un plateau technique adéquat? Mais il faut le dire, M. Tagné, si nous voulons prioriser la consommation des produits camerounais, lorsqu'on parle de produits camerounais, on ne parle pas que des aliments. C'est tout ce que nous mettons. M. Tagné, je porte une chemise aujourd'hui. Cette chemise, c'est du dérivé du coton camerounais. Oui, nous devons consommer camerounais. Nous voulons booster notre économie. Nous voulons que notre pays devienne un pays d'exemple. Il faut commencer à croire que les Camerounais ont la capacité et la possibilité de faire des choses. À ce niveau-là, nous serons stricts. La consommation, les soins de santé au Cameroun seront une priorité. Vous envisagez de donner une place importante à la médecine dite traditionnelle. Alors, moi, le souci, c'est que, est-ce que vous ne risquez pas de légitimer tous les charlatans qui écument nos rues et nos villages et qui passent le temps à distribuer la poudre de perlimpinpin aux gens, finalement? Alors, c'est à ce niveau qu'il faut comprendre pourquoi nos centres de recherche doivent avoir une place précise. Parce que les centres de recherche, justement, vont travailler sur les produits de la médecine traditionnelle. Parce qu'en réalité, il ne suffit pas de dire qu'on va donner de la place, une place importante à ces produits sans pouvoir contrôler le taux de dosage que les gens consommeront. Parce qu'il y a un gros travail à faire. Il y a un gros travail à faire qui est structurel encore. Mais il faut dire que nous avons autant de produits naturels au Cameroun qui soignent plusieurs maux. Il faut tout simplement accorder de la place et accorder à nos centres de recherche la possibilité, n'est-ce pas, de pousser plus loin pour voir comment nous pouvons les utiliser pour le bien des Camerounais. Sortons de la santé par quelque chose que j'ai vu dans votre programme. Vous parlez de lutter contre l'alcoolisme et l'ivresse publique. Franchement, est-ce que l'alcoolisme, c'est un vrai problème dans ce pays?
Non, nous avons dit, M. Tagne, vous avez voulu vous arrêter à ce niveau. Ben, c'est écrit, hein, c'est écrit dans votre programme. Vous avez vu, Vous lutter avez contre voulu- l'alcoolisme et l'ivresse publique. Oui, nous disons ceci, nous avons des priorités. Oui. Nous avons besoin des Camerounais lucides pour construire. Ils ne le Il faut sont pas dire. assez. Non, pas assez. Je suis désolé de le dire, ils ne le sont pas assez. Et puis, à ce niveau, vous savez, des mesures seront prises pour que les bars qui existent. Attention à ce que vous allez dire. Il y en a pas Attention. mal. Ce sont des potentiels électeurs. Écoutez, nous devons dire la vérité aux Camerounais. Oui. Nous avons besoin de leur vote, mais nous savons que la plupart des barman seront reconvertis, auront de l'emploi, ils n'iront pas en chômage. Il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur de dire que nous allons faire ceci. Oui. Parce qu'en réalité, nous avons tout simplement besoin Oui. du Et suffrage de ces derniers. Vous disiez que les Donc, bars... la plupart, n'est-ce pas, des bars seront soumis à des règles. Et ils vont devoir respecter ces règles. À défaut, ils fermeront. Lesquels, par exemple? Écoutez, le nombre de bouteilles consommées, par exemple, par un client, vous savez que ça se fait, ça. Ben oui, je l'ai vu au Ghana. Voilà, donc vous l'avez vu au Ghana, ça veut dire que c'est quelque chose qui est faisable. C'est-à-dire, dans un bar, si vous établissez une règle qu'un client ne peut pas consommer plus de 3 bouteilles, le bar devra respecter cela. Et puis, attention, nous prendrons des mesures d'accompagnement, rassurez-vous. Mais ce qu'il faut dire, c'est que plusieurs, n'est-ce pas, de ces entreprises-là connaîtront des restructurations et plusieurs fermeront automatiquement. Parce que nous avons besoin, je le dis encore, des Camerounais lucides. C'est vrai que nous n'allons pas imposer à un Camerounais le taux d'alcool qu'il va consommer parce qu'il peut ne pas boire au bar et il consomme à la maison. Mais à ce niveau, un travail profond sera fait avec les sociétés brassicoles parce qu'en réalité, lorsqu'on met le pourcentage d'alcool au Cameroun, la vérification faite démontre souvent que ce n'est pas le véritable niveau d'alcool qu'il y a dans ces bouteilles-là. Donc c'est un peu plus fort que ce qui est indiqué. C'est beaucoup plus fort que ce qui est présenté. Oui. Et là encore, il y a un travail à faire, M. Tagne. Je vous propose, Serge Espoir Matomba, de prendre une petite pause et nous revenons dans 10 secondes pour parler de la culture et puis conclure cette émission. Voilà, retour dans cette émission pour la dernière ligne droite avec notre invité Serge Espoir Matomba, candidat du PURS à la présidentielle du 7 octobre prochain. Parlons à présent de culture. Alors, je dois avouer que j'ai été un peu épaté. Pardon de vous le dire, en lisant la partie consacrée à la culture dans votre projet de société. Et j'ai trouvé que c'était un tout petit peu étriqué. Vous dites pourtant que la culture, et là je vous cite, la culture est l'un des moteurs actifs d'un bon développement. On est bien d'accord jusque-là. Et on s'attendait à voir quelque chose d'impressionnant en termes de propositions sur la culture. Que nenni. Vous parlez de 3 choses. Créer une assurance maladie pour les artistes répertoriés, utiliser à bonne fin les aides à la culture. Troisièmement, voter une loi autorisant le paiement d'une rémunération mensuelle à tous les artistes respectant les normes et conditions imposées. Point final, et vous passez à autre chose. C'est quoi, vous étiez déjà fatigué? Monsieur Tagne, vous avez ce que vous avez, c'est le résumé, Oui. n'est-ce pas, d'un projet. Oui. Le projet en lui-même est pratiquement à plus de 400 pages. Là, Oui, vous mais avez tout un résumé qu'il est ailleurs, excusez-moi, mais le Vous résumé, avez- il était un peu plus costaud que ça. Bon, ok, Bon, très bien. je pourrais vous Allons-y. parler Oui. de la culture parce que je le dis souvent, un peuple sans culture est un peuple sans boussole. Vous savez, nous avons, et lorsqu'on parle de culture, on ne parle pas que de musique. Voilà. Parce qu'il faut avoir cette précision-là. Parce que j'ai cru que vous avez succombé à ce qu'on voit au Cameroun aujourd'hui, où les gens pensent que le ministère de la Culture, c'est le ministère des chanteurs et des danseurs. Non, pas du tout. La musique, la culture, c'est la création. Il y a une industrie culturelle qui a développé d'autres pays. Je ne veux pas parler des États-Unis, je ne veux pas parler à côté de nous du Nigeria, dont le cinéma aujourd'hui est l'un des moteurs du développement. Et donc,
vous êtes limité à parler des assurances Non, 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 maladie, monsieur, à monsieur distribuer Tani, un peu d'argent à quelques artistes qui sont dans j'étais la justement misère. en train de vous dire que Oui. lorsqu'on parle de culture, on ne parle pas que de musique. Oui, Il y a nos traditions, d'abord. oui, Il y a la projection, n'est-ce pas, de notre nation par rapport à une vision précise qui répond, qui est le juste milieu entre nos traditions et le modernisme, qui se transforme généralement, qui se relate généralement dans le cinéma. oui. Il y a évidemment les arts, il y a les artistes, il y a plusieurs domaines. Ici, nous avons dit, vous avez vite fait de voir le côté artiste, Oui. parce que Chanteur. le côté artiste, c'est plus vaste. Oui. chanteur, Oui. parce qu'en réalité, vous n'avez pas parcouru l'ensemble du projet. Mais nous disons là, M. Tagne, que la culture doit pouvoir représenter pour nous, ça nous le disons, au moins 10% du PIB. C'est-à-dire que l'investissement que nous allons faire dans la culture doit être dans cet ordre-là. Parce que nous avons besoin, Comment? Oui. nous avons besoin d'avoir des acteurs qui démontrent aux yeux du monde, parce que la culture est aussi source de tourisme, permettez-moi de venir là, Oui. qui démontrent aux yeux du monde que nous avons une identité. Et l'identité nous renvoie à quoi? D'abord à nos traditions, deuxièmement à tout ce qui est apparat, c'est-à-dire les tenues, les objets, comment je vais appeler ça, l'art de chaque ethnie, nos langues. Et à ce niveau, nous avons dit que dans les lycées que nous allons développer au Cameroun, que nous allons créer, nous aurons 58 lycées culturels, techniques culturelles. Dans ces lycées seront enseignés tout ce qui représente la culture camerounaise. C'est-à-dire pas la culture d'une ethnie, mais tout ce qui est de la culture camerounaise, puisé de la plupart des ethnies camerounaises. Pourquoi? Parce que nous devons revaloriser notre culture. Donc, à ce niveau-là, M. Tagné, c'est pour ça, lorsque nous parlons de refondation du système éducatif, vous voyez que nous allons très loin. Nous allons au-delà même de ce qui est imaginé. Parce que nous disons, nous devons réussir, n'est-ce pas, cet exploit de prendre ailleurs ce qui représente la culture des autres et de coller chez nous. Nous devons partir de ce que nous avons, de ce qui a toujours été nos valeurs culturelles, traditionnelles, pour pouvoir construire la nation. Donc, à ce niveau, les lycées vont donc servir de tremplin pour pouvoir avoir une culture présentée et un exemple dans le monde. Je rappelle que le gouvernement actuel, avec la nouvelle ministre de l'éducation, des enseignements secondaires, va lancer progressivement, selon l'arrêté qu'elle a publié, des filières réservées au cinéma dès le lycée. C'est déjà pas mal, non? Mais il faut dire, M. Tagne, c'est pas mal, mais c'est tiré justement des projets que nous avons. Parce que, ils vous ont copié. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que notre projet de société, il est disponible depuis près de 3 ans. Bien. Nous l'avons juste actualisé il y a 1 an, mais il est disponible. Et puis, je vais aller plus loin, M. Tagne. Allez-y. Nous avons toujours fait des propositions. Pas seulement les avoir sur un document qui est présenté aux Camerounais, mais de temps en temps, nous faisons des propositions aux gouvernants. Oui, nous avons saisi le chef de l'État plusieurs fois sur la refondation du système éducatif. Nous avons saisi la plupart des ministères par courriel, je pourrais vous présenter ces documents, en leur expliquant qu'il faut mettre le Cameroun sur cette voie, parce qu'en réalité, M. Tagne, la construction, ce n'est pas seulement être opposé, mais c'est surtout proposer Bien. ce qui construit. Et à ce niveau,
nous ne nous disons pas que parce que nous sommes dans l'opposition, nous devons tout simplement nous concentrer sur la critique. Non, nous proposons, c'est d'ailleurs pour cette raison que de temps en temps, je ramène des investisseurs au Cameroun. Oui. C'est aussi pour cette raison, M. Tagne, que de temps en temps, je voyage avec des investisseurs, des opérateurs économiques camerounais pour l'étranger. Ah, il faut le dire, parce qu'il n'y a pas que les investisseurs étrangers que je ramène au Cameroun, je voyage aussi avec des opérateurs économiques camerounais pour l'étranger, dans le but, n'est-ce pas, d'amener une plus-value dans notre économie. Pour finir, parlons de la diaspora camerounaise. Quelle place occupera-t-elle dans votre vision du Cameroun au cas où vous arriviez au pouvoir? Alors, la diaspora aura une place très importante. Déjà, elle participera dans tous les secteurs d'activité, il faut le dire, au développement du Cameroun. Vous savez, outre le fait que nous allons dépénaliser et reconnaître la double nationalité, outre ce fait, parce que nous estimons que nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, juger de la... empêcher les citoyens qui veulent développer leur pays tout simplement en considérant des bouts de papier qu'on peut appeler passeport, en leur disant que vous êtes d'une autre nationalité, vous ne pouvez pas participer, vous ne pouvez pas faire ceci, ou alors continuer à considérer cette diaspora tout simplement comme une diaspora qui s'oppose. Non, c'est une diaspora qui vit une autre expérience et a envie de voir quelque chose bouger au Cameroun, quelque chose de positif. C'est d'ailleurs pour cette raison que la contribution de la diaspora au Cameroun présentement se chiffre à plusieurs milliards. On parle de plus de 500 milliards, Écoutez, n'est-ce pas? dans le classement, attendez, dans le classement des diasporas qui envoient le plus d'argent dans leur pays en Afrique, le Cameroun ne fait même pas partie des 15 premières diasporas à envoyer beaucoup d'argent dans leur pays d'origine. Nous avons une diaspora de chiche. Monsieur Tagne, je ne le dirai pas. C'est des types qui ne s'inscrivent pas sur les listes électorales. Monsieur Tagne, pas grand-chose. Monsieur Tagne, je ne le dirai pas. Vous savez pourquoi? Parce que dans d'autres pays, la diaspora est encadrée. Oui. Je suis désolé de le dire. Dans d'autres pays, ces pays dont vous citez, que vous citez présentement, la diaspora est encadrée. Oui. Et les fonds envoyés par la diaspora sont encadrés. Est-ce que vous connaissez le nombre d'argent qui est envoyé par la diaspora camerounaise de façon informelle au Cameroun? Non. Cette diaspora a toujours évité une guerre civile au Cameroun ou alors un éclatement. Elle est présentée comme l'une des plus chiches au monde. Écoutez, ce sont les termes que vous utilisez. Je vous laisse utiliser ces termes à votre guise. Mais moi, je ne la considère pas ainsi parce que moi, j'ai été de la diaspora. Oui. Je suis revenu au Cameroun pour travailler. Je connais ce que cette diaspora vit. Il y a quelques jours encore, j'étais au Brésil. Oh là là. Oui. Cette histoire me revient. J'ai rencontré un Camerounais, on l'appelle chef Batier, qui a fait 30 ans. 30 ans de ce côté-là. Au Brésil. Il veut rentrer, mais il ne sait quoi faire au Cameroun. Comment est-ce qu'il doit rentrer? Il a peur de ce qu'il trouvera. Vous voyez, un jeune Camerounais, il est jeune, je le dis encore, chef Batier. 30 ans dans un autre pays. Mais comme lui, il en existe plusieurs. Oui. En Europe, en Asie, un peu partout, et même en Afrique. Ainsi donc vous allez favoriser leur retour. Justement, nous devons créer un véritable cadre. Nous avons même dit que nous créerons un secrétariat d'État de la diaspora pour encadrer, n'est-ce pas, ces Camerounais. Parce que nous avons besoin d'eux, M. Tagne, pour construire cette nation. La diaspora ne doit pas être considérée comme celle qui veut détruire le Cameroun. Non, elle vit une autre réalité et elle a envie de voir cette réalité s'appliquer à son pays. Et parfois, cette diaspora n'est tout simplement pas comprise. Il faut donc l'impliquer dans tous les secteurs. Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de plusieurs financements, voilà une poche de financement pour plusieurs projets dans cette nation. C'est bientôt, il nous reste exactement 2 minutes pour conclure cette émission. Elections Cameroun a fait un rétropédalage aujourd'hui en décidant de ne plus installer de bureaux de vote dans les casernes militaires et également dans les chefferies traditionnelles. C'est une nouvelle que vous accueillez comment? C'est une bonne nouvelle, M. Tagne. Il n'y a pas longtemps, les responsables d'Elections Cameroun nous expliquaient comment c'était impossible de pouvoir délocaliser ces bureaux de vote dans les casernes militaires et dans les chefferies. Et après une rencontre avec quelques diplomates étrangers, rétropédalage,
Et le SDF avait déjà exigé que ces bureaux de vote soient sortis de ces endroits. C'est une bonne nouvelle, M. Tagné, qui va dans le sens de rassurer, n'est-ce pas, les lecteurs. Ce que nous avons toujours dit et que nous disons encore aujourd'hui, tout se jouera dans les urnes. Tout va se jouer dans les urnes. Chaque Camerounais sera face à son destin le 7 octobre prochain. Je ne donne pas une crédibilité à 100% à Élection Cameroun, mais j'accorde un bénéfice du doute à Élection Cameroun et j'accorde une crédibilité à 98% à Élection Cameroun. Pour le moment. Je dis encore, Élection Cameroun est constituée des Camerounais. Ces Camerounais ont un cœur qui bat. Ces Camerounais ont une main. Ces Camerounais ont tout approuvé au Cameroun qu'ils veulent le bien du Cameroun. Ces Camerounais ont approuvé qu'ils gèrent une institution qui doit être une institution non seulement impartiale, mais crédible pour la nation. Comme tout Camerounais qui nous regarde aujourd'hui, M. Tagné, qui a un cœur qui bat et qui veut autre chose pour cette nation. Comme tout Camerounais qui a une main. Et vous savez, comme nous l'avons dit, gouverner, ce n'est pas énoncer 400 000 thèmes dans notre projet de société. C'est avoir des priorités. Et en matière de priorités, nous l'avons dit, M. Tagné, nous en avons 5 comme notre main. Et c'est cette main que nous tendons à tous les Camerounais. C'est cette main que nous voulons que chaque Camerounais puisse tendre pour qu'ensemble nous puissions construire cette nation. Et nous le disons encore, ça va se jouer dans l'urne. Un parti politique peut avoir un nombre important d'alliés et perdre les élections. Parce qu'en réalité, chaque cœur qui bat dans la poitrine d'un Camerounais parlera et doit pouvoir parler le 7 octobre. Merci. On vous a bien compris, Serge Espoir Matomba. Très rapidement, juste vous présenter la bibliographie de cette émission. Vous allez être président de la République du Cameroun. Tenez, voici un ouvrage qui pourra vous intéresser. François Hollande, Les leçons du pouvoir, un ouvrage signé de l'ancien président de la République de France. Ce qui m'a intéressé particulièrement et que je voudrais partager avec les téléspectateurs, c'est lorsqu'il parle, par exemple, du moment où lui et le président colombien se retrouvent dans la jungle pour discuter des conditions de cessez-le-feu avec les forces armées révolutionnaires de Colombie. C'est un avis à ceux qui prétendent qu'on ne peut pas débattre, discuter avec ceux qui ont pris des armes contre le pays. Voilà. Vous savez, M. Tagné, la réalité du pouvoir est tout autre chose. Absolument, on le voit en lisant ce livre. J'ai été très proche. Oui. J'ai été très proche. J'ai été conseiller d'un président, je sais ce que c'est. Très bien. Un autre ouvrage, il est de Grégory Derville, Le pouvoir des médias. Ouvrage très très intéressant en cette période des élections. L'auteur, il convoque un certain nombre de classiques en matière de sociologie électorale. Il s'est inspiré des thèses de Lazarsfeld qui, avec son ouvrage classique, The People's Choice, pour parler un peu de comment est-ce que les gens choisissent et puis le rôle que les médias jouent dans le choix des électeurs. Un ouvrage très intéressant également pour ceux qui voudraient essayer d'analyser un peu la sociologie électorale. Roger et Tomo Zogo, Lequier, acteur ou marionnette, point d'interrogation, regarde sur plusieurs décennies ou aux côtés du pouvoir. C'est un livre qui est sorti il y a quelques jours aux éditions du Chabel. Je peux vous dire qu'il est nerveux. Voilà, donc je vous conseille de lire cet ouvrage. L'auteur n'est pas très, très content du pouvoir actuel, c'est le moins que je puisse dire. Quand je vois les Zogo, voilà. Je peux vite comprendre. Voilà. Emmanuel Yao Ngoran, c'est un Ivoirien qui a écrit cet ouvrage, Côte d'Ivoire, le socle humain de la réconciliation et de la reconstruction. Un ouvrage qui parle également de la reconstruction, ainsi de suite. Voilà, on n'en dira pas plus. Dernier ouvrage, c'était un ouvrage collectif paru aux éditions presse de l'Université catholique d'Afrique centrale, Droit à la démocratie en Afrique centrale, avec des contributions de gens que vous connaissez comme Jean-Didier Bukungu, Alain Didier Olinga, et j'en oublie certainement. Traditionnellement, nous remettons un petit présent à ceux qui viennent dans cette émission. Je vous remets le vôtre avec plaisir.
Merci. Merci Espoir Matomba d'être venu dans cette émission. On vous retrouvera certainement à Canal 2 avant le 7 octobre prochain dans d'autres émissions. Il est venu, il a parlé. A-t-il convaincu? À vous d'en juger. C'était la grande interview. Bonsoir.